Bonjour et bienvenue à cette conférence sur la traduction automatique, co-organisée par Lionbridge et Sistran, deux acteurs incontournables dans le monde de la traduction professionnelle, qui vont pendant 1 heure partager avec vous un peu de leur expérience. Avant de lancer la conférence, quelques précisions d'ordre technique. Alors, pour entendre la conférence, vous avez 2 options, soit via le son de votre ordinateur, soit via le téléphone. Pour poser des questions, ce qu'on vous propose, c'est de les poser à tout moment, quand vous le souhaitez pendant le webinaire, mais au travers de l'outil de chat, qui est représenté là sur l'écran, et nous y répondrons en fin de séance. Également pour information, ce webinaire est enregistré afin que vous puissiez également recevoir après la conférence l'enregistrement. Au programme donc de ce webinaire, nous allons découvrir si la traduction automatique est la bonne solution pour vous. Nous allons également comprendre quels sont les cas d'usage aujourd'hui et les bénéfices de la traduction automatique. Et enfin, quelle est la bonne méthodologie et la bonne technologie pour garantir le succès de votre projet. J'accueille donc maintenant nos 2 intervenantes. Claire Delavallée, qui est experte en traduction automatique chez Lionbridge, et Stéphanie Labroue, qui est consultante technique chez Sistran. Je vais donc donner la parole à Claire pour la première partie de cette conférence. Donc, je vais vous parler des bonnes pratiques pour se lancer en traduction automatique et pour réussir surtout. Se lancer en traduction automatique, nous allons voir d'abord pourquoi c'est une bonne idée de se lancer maintenant, quelles sont les évolutions technologiques qui l'ont permis, comment fonctionne une personnalisation et comment piloter un projet pour que ça se passe bien. Pourquoi est-ce qu'on peut s'y intéresser maintenant? Eh bien parce qu'on arrive à une certaine maturité à plus d'un point de vue. D'abord, et ce qui est intéressant de savoir, c'est que maintenant, tous les nouveaux diplômés en traduction, les jeunes traducteurs qui arrivent sur le marché du travail ont intégré la traduction automatique dans leur cursus. Ils ont été formés à la post-édition et à tout ce qui tourne autour de la traduction automatique. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'on arrive à une maturité technique, avec en particulier l'avènement de la traduction neuronale. On constate que l'écart de qualité entre la traduction automatique et la traduction humaine se réduit de plus en plus. Autant, il y a quelques années, on pouvait très facilement savoir qu'un texte sortait de la traduction automatique ou pas. Maintenant, avec certaines traductions neuronales ou autres, il est impossible de faire la différence, quelquefois. Ensuite, on a une maturité méthodologique. Je participe personnellement, et mon entreprise avec moi, à des projets de traduction automatique depuis pas loin de 15 ans. Et non seulement des projets de traduction automatique, mais à très grande échelle, des projets qui comportent des millions de mots dans un certain nombre de langues. Il est intéressant de savoir aussi que, en particulier maintenant, on a une directive KID-PRIP qui impose d'avoir certains types de documents financiers traduits et qui sera applicable au 1er janvier 2018. Donc, si vous n'avez pas encore réalisé ces traductions, eh bien, peut-être que la traduction automatique pourra vous y aider pour aller plus vite. Quand on parle de traduction automatique, il y a une évolution technologique qui est notable. C'est une technologie qui est tout de même assez ancienne. Les premiers exemples de mot-à-mot automatique, qui sont la préhistoire de notre domaine, remontent à 1956. Dans les années 60, on avait déjà une technologie un petit peu plus opérationnelle qui s'appelait la traduction par règle. Dans les années 80 et 90, on a vu arriver quelque chose de nouveau qui était les mémoires de traduction. Je vais vous parler un petit peu plus en détail. Et la traduction automatique de type statistique. Dans le domaine de la traduction automatique, comme dans l'automobile, on a eu aussi l'arrivée d'une technologie hybride, et Sistran s'est particulièrement illustré dans ce domaine-là.
Et puis maintenant, les années 2010-2016 plus précisément, on a vu arriver à la traduction neuronale qui relève un petit peu du futurisme par rapport à ce qu'on avait eu jusqu'à présent. Comment est-ce que tout ça fonctionne et comment est-ce que ça a progressé? La traduction par règle, c'est assez simple. On a une phrase source, enfin là c'est même pas une phrase complète, mais the blue car. Supposons que je veuille la traduire en français. Je prends un dictionnaire et je traduis chaque mot. The, ça se traduit par le, blue, ça se traduit par bleu dans mon dictionnaire, et car, ça se traduit par voiture. Le bleu voiture n'est pas une traduction satisfaisante, bien sûr. Alors, on applique des règles. La première, c'est que en français, l'adjectif se place après le nom. Donc, on fait l'inversion entre voiture et bleu. Ensuite, on a une autre règle qui constate que le mot voiture est féminin et que donc il va falloir appliquer l'accord sur l'article et sur l'adjectif. Et on arrive à une traduction par règle finale qui est la voiture bleue avec un E. Avec les mémoires de traduction, il ne s'agit pas vraiment de traduction automatique, mais c'est fort utile pour la traduction automatique. En fait, le logiciel ne va pas traduire lui-même les phrases, il va recycler des traductions humaines. À chaque fois qu'un traducteur traduit une phrase, sa traduction est enregistrée. Par exemple, I have a green car est traduit par un traducteur humain, j'ai une voiture verte. C'est une traduction fiable. Et à chaque fois qu'on a une nouvelle phrase à traduire, on compare le texte source, à toutes les phrases déjà traduites dans la mémoire. S'il y a une correspondance, qu'elle soit totale ou partielle, on va proposer au traducteur la traduction existante et le traducteur va la modifier si nécessaire. Si la nouvelle phrase qu'il a à traduire est tout à fait identique, il la conserve. I have a green car, j'ai une voiture verte, je sais déjà traduire. S'il a une nouvelle phrase qui ressemble à cette phrase existante, I have a blue car, il y a un seul mot qui est changé, et donc ce mot-là, il va être signalé au traducteur que c'est ce mot-là qui a été changé. Et donc, le traducteur n'a plus qu'à modifier j'ai une voiture verte devient j'ai une voiture bleue. Et c'est le traducteur lui-même qui va taper B-L-E-U-E. En traduction statistique, on arrive à quelque chose de tout à fait différent en termes de technologie. On va recycler des traductions existantes, mais de façon un peu plus intelligente. On oublie le dictionnaire, on ne sait plus traduire avec un dictionnaire, on traduit avec ça, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous reconnaissez cet objet-là, il s'agit de la pierre de Rosette. C'est ce qui a permis à M. Champollion de déchiffrer l'écriture égyptienne. Et en fait, on va appliquer exactement la même méthode, c'est-à-dire chercher des mots identiques statistiquement dans les textes bilingues que nous avons. Par exemple, nous avons ceci comme corpus de textes bilingues, des phrases sources et des phrases cibles. Si nous voulons trouver quelle est la traduction du mot blue, on va chercher donc toutes les phrases qui contiennent le mot blue et chercher ce qui peut se trouver comme mot qui soit présent dans les deux, qui soit présent dans le texte cible pour tous ces cas-là. Donc, on voit que dans la première phrase, il y a le mot bleu qui est présent. La deuxième phrase, il y a le mot bleu. Ici, on a une autre traduction qui est légèrement différente, qui est bleu avec un E. Donc, on va faire des statistiques sur tout ça. Et on va constater que dans 40% de notre phrase, on a le mot bleu qui est présent. Donc, bleu, B-L-E-U. B-L-E-U-E est présent dans 20% des cas. B-L-E-U-S dans 20% des cas. Et puis, quelquefois, on a le mot blue dans le texte source et on ne l'a pas dans le texte cible. Et donc là, on suppose qu'à 40% de chance, statistiquement, bleu est une bonne traduction de blue. Bon, il y a d'autres algorithmes qui entrent en ligne de compte, mais en tout cas, ça, c'est la base du fonctionnement. Oups.
La traduction neuronale, c'est encore autre chose. On a là non plus des mécanismes qu'on a en somme enseignés à la machine. On ne lui dit pas comment traduire, par quel biais passer, mais on va lui apprendre à traduire. En fait, on crée un système qui a la capacité de trouver des points communs dans des phrases qu'on lui soumet, trouver des mots qui ont des caractéristiques communes et construire un modèle, une représentation de la langue à partir de ça. Ensuite, on donne la possibilité à ce moteur de faire des propositions de traduction qui sont au départ un petit peu au hasard et on lui donne la possibilité de se corriger en fonction de la comparaison à des traductions de référence. Et c'est comme ça que petit à petit, le moteur fait de nouvelles propositions et déduit lui-même des raisonnements, des schémas, des chemins pour arriver à la bonne traduction. Malgré tout ça, on peut dire encore aujourd'hui que la traduction automatique qui serait parfaite dans 100% des cas, c'est encore de la science-fiction. On n'y est pas encore arrivé. C'est pourquoi on a besoin d'appliquer deux choses. D'une part, il faut personnaliser les moteurs et d'autre part, il faut post-éditer, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un réviseur humain qui va, pour parvenir à une qualité publiable qui soit comparable à celle d'un traducteur humain, il faut appliquer une étape de post-édition, de modification après traduction automatique. Si on veut éviter de se retrouver dans le décor, il ne faut pas appliquer la traduction automatique n'importe comment et à n'importe quel texte. Si on ne va pas sur un sentier de chèvre en montagne avec une Formule 1. Il y a encore quelques années, on vous aurait dit la traduction automatique est applicable à certains types de textes. Des textes très techniques avec des phraséologies très formalisées, des phrases courtes, etc. Ça n'est plus vraiment le cas aujourd'hui avec la traduction statistique et encore plus avec la neuronale. On l'applique pratiquement à tout, sauf dans des cas particuliers qui sont le fait qu'il y ait davantage une adaptation, ce qu'on peut appeler transcréation, où on veut obtenir davantage une réponse émotionnelle de la part du lecteur que l'informer strictement. Dans ce cas-là, il faut vraiment adapter et la traduction automatique ne suffit pas. Une autre règle à appliquer vraiment, c'est de recycler tout ce qui peut être traduit existant sous la forme de mémoire de traduction. Parce que la traduction humaine de référence fait encore référence et il est toujours plus fiable d'utiliser une traduction humaine que de faire, où on gagne du temps même, que de réviser une traduction automatique. Voilà. Dans une gestion de projet classique, ça se déroule comme ceci. On commence par analyser les éléments fournis par le demandeur. On prépare l'environnement de travail qui comporte en général une mémoire de traduction. On recycle donc l'existant avec la mémoire. Ensuite, on procède à la traduction. Les traducteurs récupèrent et traduisent. Et ce qu'ils traduisent est réinjecté dans la mémoire de traduction en temps réel. Ensuite, une fois la traduction terminée, on applique un cycle de contrôle qualité. Et une fois le contrôle qualité terminé, au point de vue linguistique ou technique, on peut enfin livrer. Quand on applique ce process-là en traduction automatique, en fait, on a les mêmes étapes. On va simplement ajouter des étapes. Au moment où on analyse les éléments fournis, on va en profiter pour valider la faisabilité en traduction automatique. Quand on prépare l'environnement de travail, on va inclure la personnalisation du moteur de traduction. On recycle avec la mémoire de traduction et au cours de la traduction, il y aura aussi l'étape de post-édition
Il y aura certaines phrases que le traducteur récupérera de la mémoire et d'autres qui seront présentées, qui viendront du système de traduction automatique et qu'il va post-éditer. Et très important, on va appliquer exactement le même cycle de contrôle qualité que dans un projet qui serait fait uniquement par des traducteurs humains. Et en plus de ça, on va réinjecter le nouveau corpus de référence, les nouvelles phrases traduites, on va les réinjecter dans le moteur de traduction pour qu'ils traduisent mieux la fois suivante. Et on va en profiter pour mesurer la qualité de la traduction automatique, pour vérifier si la personnalisation du moteur était effectivement suffisante ou s'il y a des points qui seraient à corriger ou améliorer. Et enfin, on livre. Pour faire une personnalisation réussie et une traduction automatique réussie, il faut disposer de tous les éléments de référence. Quand on part en voyage, on charge les cartes dans son GPS. On a besoin pour une bonne personnalisation de glossaires bilingues, s'ils existent, de tous les textes bilingues sous forme de mémoire de traduction, de textes d'exemples monolingues, si on en a, en particulier dans la langue cible, c'est très utile aussi. Et puis, toutes les instructions que vous donneriez normalement à un traducteur, on en a besoin aussi pour affiner la personnalisation de notre moteur. Et puis, une fois qu'on est parti, en cours de route, on vérifie sa position. Comme je le disais précédemment, on applique les mêmes contrôles qualité avec les mêmes critères et la même exigence qu'on aurait eu pour une traduction normale. Et puis, il peut arriver, quand c'est un projet particulièrement long, qu'on fasse des points d'étape. C'est-à-dire que cette étape de contrôle de la qualité de la traduction automatique et de réentraînement du moteur, on peut la faire pendant le courant du projet. Pour tout ça, avec cette personnalisation, on constate effectivement qu'on a des gains de productivité. Ce que je vous montre là, il s'agit d'une enquête qu'on avait fait récemment chez Lionbridge pour la mise en place dans un certain service de la traduction automatique. Et on a constaté qu'un traducteur humain professionnel pouvait traduire environ 300 mots par heure. Et avec la traduction automatique et la post-édition, il arrivait à 400 mots par heure, c'est-à-dire environ 30% de mieux. Précisons là qu'il s'agissait de post-éditeurs débutants. C'était des traducteurs professionnels, mais qui étaient débutants en post-édition, et donc qui n'étaient pas forcément encore aussi aguerris que les gens qui post-éditent depuis quelques années, et donc qui vont encore plus vite, potentiellement. Par ailleurs, il s'agissait d'un moteur statistique. Donc, la qualité de traduction qu'on peut attendre maintenant peut être encore meilleure, si on opte, par exemple, pour la traduction neuronale. Un point qui est stratégique pour la réussite de votre projet de traduction automatique, c'est de choisir le bon moteur. Pour nous, c'est important de travailler avec un partenaire solide qui est présent depuis longtemps et qui est capable d'innover. Avec Sistran, je crois qu'on a tout ce qu'il faut de ce côté-là. On a aussi besoin d'avoir un éventail d'outils qui est large et qui est souple, avec tous les types de moteurs, tous ceux dont je vous ai parlé, que ce soit par règle, statistique, hybride, neuronal. C'est bien d'avoir le choix. C'est bien aussi d'avoir un système qui est très paramétrable, avec des pré-traitements, post-traitements à différents stades. Et puis tout un tas d'outils complémentaires, une API pour pouvoir s'insérer dans un workflow, des filtres, des extracteurs terminologiques, c'est vraiment capital. Ensuite, on apprécie d'avoir un vrai partenaire avec qui on a un contrat cadre, avec qui on peut tester les nouveautés en avant-première. Nous avons eu le plaisir de tester la traduction neuronale de Sistran avant même qu'elle soit annoncée. Et puis, on a la possibilité de proposer des modifications, des nouvelles fonctionnalités. Ça, c'est vraiment appréciable. Ensuite, c'est
important pour certains de nos clients d'avoir un choix dans l'architecture pour des questions de confidentialité. Certains clients préfèrent que le système de traduction automatique soit dans leurs locaux pour éviter tout problème de confidentialité. Donc, c'est possible avec l'architecture de Sistran. Nous avons aussi chez Linebridge dans nos locaux des systèmes des systèmes de traduction automatique qui sont avec nos règles de contrôle d'accès, de confidentialité, mais aussi on a la possibilité d'avoir un système de traduction automatique qui est entièrement dans le cloud et donc avec zéro contrainte d'infrastructure pour le client final. Une chose qui est intéressante aussi, puisque nous sommes en France et que nous parlons français, enfin, je ne sais pas si nous sommes tous en France d'ailleurs, mais en tout cas, nous parlons français, c'est de savoir que beaucoup de moteurs de traduction automatique, quand on traduit dans une paire de langues qui n'implique pas l'anglais, par exemple du français vers l'italien, feront d'abord une traduction du français en anglais, puis de l'anglais vers l'italien. On appelle ça traduction par langue pivot. Avec beaucoup de paires de langues avec Sistran, on ne passe pas par une langue pivot et ça c'est appréciable aussi. Ça fait moins de déperdition de qualité au cours de la traduction automatique. On apprécie aussi d'avoir une assistance technique qui est disponible sur notre fuseau horaire. On n'a pas besoin d'attendre que les États-Unis se réveillent pour avoir de l'aide quand on en a besoin. Et puis, on apprécie d'avoir des interlocuteurs qui parlent français. Quand on a un problème technique ardu à décrire, c'est quand même appréciable d'avoir, comme ici, 70% de francophones dans les équipes qui peuvent nous répondre dans notre langue. Voici pour moi et je passe la parole à Stéphanie Labroue qui va vous parler des technologies plus précisément. Exactement. Merci beaucoup Claire, c'était limpide. Je vais à présent faire un focus davantage sur la technologie et commencer par une présentation des différentes technologies de traduction automatique existantes et faire un point sur chacune de ces technologies en vous exposant leurs points forts et leurs faiblesses. Alors, sur cette diapositive, vous voyez à gauche deux premières technologies, la technologie rule-based, ou à base de règles linguistiques, qui, comme Claire l'expliquait, est apparue dans le contexte de la guerre froide entre les années 50 et 60. Donc la technologie historique, pour laquelle Sistran a été un pionnier. Et la deuxième, donc la technologie statistique ou hybride qui est une combinaison de rule-based et de statistique. Donc ces deux premières technologies reposent toutes deux sur le traitement par la machine de mots ou de groupes de mots. En anglais, ce sont des phrase-based machine translation engines. Elles sont en ça très différentes de la troisième technologie que vous voyez ici à droite, la technologie neuronale. En effet, la technologie neuronale traite, elle, la phrase dans sa globalité et contextualise chaque mot de la phrase en tenant compte du mot qui précède, par exemple en faisant des choix pour que la phrase paraisse la plus naturelle possible dans son rendu. Alors évidemment, cette approche qui est totalement révolutionnaire par rapport aux technologies dites phrase-based, donc sur les groupes de mots, apporte un saut qualitatif qui est absolument sans précédent dans l'histoire de la traduction automatique et on peut imaginer des cas d'application de la traduction automatique totalement nouveaux, des contextes projets qui jusqu'ici n'auraient pas été adaptés à la traduction automatique. Alors maintenant un point sur chacune des technologies. Donc la première des technologies, la technologie rule-based, donc à base de règles linguistiques, a pour avantage d'être extrêmement facilement personnalisable grâce à l'intégration de dictionnaires ou même de règles qui permettent de pousser très loin la personnalisation. On peut inclure des pré-traitements, des post-traitements qui permettent d'avoir vraiment une action très ciblée et d'obtenir une qualité extrêmement maîtrisée en termes de qualité de traduction automatique. Alors, ce type de moteur, typiquement, est très à l'aise sur le terrain de la traduction technique. Il permet une intégration très facile de la terminologie existante. Et encore aujourd'hui, ça restera par exemple la meilleure technologie pour traduire des nomenclatures de pièces
automobiles pour lesquels l'intégration d'une terminologie existante sera largement suffisante et la qualité avec un moteur rule-based sera sans doute la meilleure. De plus, il est extrêmement rapide et il garantit parfaitement le rendu du sens de la phrase source. En revanche, il y a quelques inconvénients à ce système. Tout d'abord, il est coûteux à développer, puisque c'est du temps humain à décrire sous forme de règles les règles de la langue. Et puis, malgré les règles avancées qu'on peut y ajouter, ça manque quand même souvent de fluidité. Et quand on lit une traduction automatique réalisée à partir d'un système dit rule-based, souvent on dit que ça sent la traduction automatique. La deuxième technologie, donc la technologie statistique, donc purement statistique ou hybride, combinaison de statistique et de rule-based, ajoute énormément de fluidité à la traduction en capitalisant sur l'existant, c'est-à-dire que le système va apprendre des mémoires de traduction constituées par les traducteurs, de nouvelles règles, telles que celles que Claire exposait, pour traduire de manière plus fluide les contenus, qui vont donc du coup ressembler davantage aux structures de phrases qui peuvent se trouver dans la mémoire de traduction. Alors, il y a un inconvénient à ce système, même s'il apporte une plus grande fluidité. Les systèmes statistiques requièrent d'importants volumes de données, tant pour les créer, pour créer un moteur de traduction statistique, que pour ensuite en infléchir la qualité, si on souhaite modifier une terminologie donnée. Alors, enfin, la troisième technologie, la technologie neuronale. Alors, les moteurs neuronaux apportent une fluidité encore bien supérieure à toutes les technologies existantes, jusqu'ici totalement inégalée dans l'histoire de la traduction automatique. La terminologie, elle aussi, est plus pertinente avec une traduction avec des moteurs neuronaux, puisque le système fait une bien meilleure analyse du contexte sémantique de la phrase et va donc adapter la terminologie à ce contexte. Au cours de la création d'un moteur neuronal, les réseaux de neurones qui sont activés, qui font des calculs et des choix dans le système, vont permettre d'effectuer des choix qui vont énormément se rapprocher de ceux qui sont opérés par le cerveau humain. Et comme Claire l'expliquait, le système va en plus s'auto-corriger, puisqu'on va auto-propager les phrases humaines dans le système pour que le système compare ses propres traductions à la traduction humaine et se corrige sur la base donc de ces corpus humains qu'il va parcourir. Alors le seul inconvénient de la technologie neuronale à ce jour, et c'est quelque chose qui va encore susciter de nombreuses améliorations, le seul inconvénient c'est que pour l'instant, pour faire tourner ces moteurs neuronaux, ça requiert un serveur plus puissant que les technologies précédentes. Enfin, un point important, c'est que quelle que soit la technologie qu'on choisit, tous les moteurs proposés par Systran sont personnalisables. Il est donc possible de choisir tout d'abord une technologie en fonction de la typologie de projet, puis de l'adapter à un domaine, un client ou un projet grâce à une personnalisation, un travail qui va pouvoir être effectué par exemple par les équipes de Lionbridge ou chez Systran avec les équipes de linguistes. Alors pour illustrer le choix du moteur de traduction dans l'outil sur le serveur Systran, c'est très simple. Le choix du profil de traduction se fait tout simplement via le menu déroulant que vous voyez ici, où on voit les trois technologies apparaître. Donc, vous pouvez choisir un moteur rule-based ou SPE, donc hybride, ou neuronal, NMT. Alors tout d'abord, on voit ici un exemple de traduction, donc un petit extrait sur les avancées en matière de véhicules intelligents dans l'industrie automobile. On voit une première traduction avec un moteur S, donc un moteur rule-based. La traduction est correcte, elle est compréhensible. Elle manque un petit peu de fluidité. Quand on la lit, on s'aperçoit assez rapidement que c'est de la traduction automatique. Et puis, pour ce qui est de la terminologie, on voit ici tout à la fin du texte le terme « Human Driving Skills » qui a été traduit avec un moteur S par « les qualités humaines d'entraînement ». Entraînement, c'est l'une des traductions possibles pour le terme driving, mais ici, dans ce contexte, c'est pas la meilleure traduction. Ça peut être très facilement corrigé avec l'ajout d'un terme au dictionnaire utilisateur de Systran. On peut indiquer dans le dictionnaire utilisateur que Human Driving Skills se traduit par capacité de conduite humaine, par exemple. Mais on va avoir déjà cette amélioration qualitative de base avec des moteurs neuronaux
Donc là, on voit ici maintenant une traduction neuronale de ce même texte qui, lorsqu'on la lit, peut paraître écrite par un traducteur humain. Elle se lit bien, la structure de la phrase correspond à la structure naturelle de la langue française. Et en matière de terminologie, on a par défaut, sans aucune personnalisation, la traduction par capacité de conduite humaine pour Human Driving Skills, qui est vraiment la traduction adéquate. Alors, moi j'aime beaucoup cet extrait parce que j'aime beaucoup le parallèle qu'offre la citation du PDG du centre de recherche de Toyota avec la traduction automatique. Donc là, je fais un focus sur ces citations. Ce qu'il dit, c'est « Si vous aimez conduire, l'idée d'un chauffeur n'est pas amusante ». Puis il ajoute que les compétences du conducteur sont ignorées avec un chauffeur, avec la technologie de l'ange gardien. Donc la technologie de l'ange gardien appliquée aux véhicules intelligents, c'est une technologie qui va permettre à un véhicule automobile de s'arrêter automatiquement au passage d'un vélo, par exemple, que le conducteur n'aurait pas détecté et que lui, le véhicule, de par ses capteurs, va détecter et va donc freiner automatiquement. Donc, avec la technologie de l'ange gardien, vous augmentez les capacités de conduite humaine. J'aime beaucoup le parallèle parce que c'est exactement ce que propose Systran à ses utilisateurs et aux traducteurs, un véhicule qui augmente leurs capacités afin de traiter davantage de volume dans des délais plus courts, par exemple. Quels sont les bénéfices de la traduction automatique pour les projets de traduction? Claire les a listés tout à l'heure, mais je pense que c'est important de faire à nouveau un point sur ces avantages et sur les outils que Systran met à disposition des traducteurs pour vraiment augmenter leur productivité. Tout d'abord, Systran propose des outils d'extraction terminologique puissants qui permettent de capitaliser sur la terminologie existante et de se concentrer sur le style. En effet, la traduction proposée, lorsqu'elle repose sur la bonne technologie et sur une personnalisation adéquate, va permettre au traducteur de se concentrer sur ce qui constitue sa valeur ajoutée intrinsèque et irremplaçable, le jugement humain. La machine en est incapable. Le traducteur peut se concentrer sur l'analyse des phrases proposées pour y détecter les quelques améliorations nécessaires ponctuelles. Et tout l'enjeu d'une formation à la post-édition, c'est vraiment d'apprendre à détecter ces quelques améliorations pour les appliquer avec un minimum d'effort. Et d'ailleurs, l'étendue de ces améliorations peut vraiment dépendre du niveau de post-édition attendu. On voit apparaître différents niveaux de qualité finale. Certains clients viennent avec des demandes de qualité humaine, mais peuvent aussi venir avec des besoins de qualité qui seraient simplement basiques ou moyennes, qui ne sont pas forcément destinés à être publiés à une large audience, à être très visibles sur un site web, mais par exemple une base de connaissances, une aide en ligne peut tout à fait faire l'objet d'une traduction automatique avec une post-édition légère. Le traducteur reste le seul maître à bord et le seul en mesure non seulement de résoudre des ambiguïtés lexicales complexes que la machine ne serait pas en mesure d'effectuer, mais surtout il est seul à permettre le respect de consignes de post-édition bien précises qui auraient été données par le client et qui feront de la traduction finale une traduction de qualité publiable. Alors, vous pouvez tester les moteurs neuronaux mis à disposition par Systran sur le site que vous voyez ici s'afficher, qui est libre d'accès, sur lequel vous pourrez vous-même, avec différents corpus, tester cette nouvelle qualité de traduction neuronale. Et je vous propose à présent de passer à une démo en quelques écrans du produit qui vous permettront d'avoir une meilleure illustration et visualiser comment fonctionne le produit. Alors, je vais sélectionner un petit texte ici et le traduire sur le serveur de traduction Systran. Donc, vous voyez ici l'interface. Donc, en collant ici le texte à traduire et en sélectionnant ma technologie, le moteur de traduction que je souhaite utiliser, je lance la traduction. Je lance une première traduction avec un moteur de type rule-based. On voit que la traduction est correcte, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Alors, pour ce qui est de l'adaptation qu'on peut faire avec des dictionnaires utilisateurs, on peut illustrer ici également la manière dont ça fonctionne. J'appelle un profil de traduction qui appelle un dictionnaire, que voici. Et dans ce dictionnaire
qui contient la terminologie adéquate, j'ai intégré un terme dans sa forme canonique, Human Driving Skill. Inutile de lister la forme singulier, la forme plurielle de ce terme. Le système a des connaissances linguistiques intégrées qui lui permettent de gérer automatiquement les inflexions, aussi bien dans la source que dans la cible. Et donc ici, mon terme qui est entré au singulier est tout à fait reconnu par le système au pluriel et la traduction adéquate est appliquée. Alors à présent, si je lance la traduction mais avec un moteur neuronal, je recolle mon texte, j'obtiens une traduction qui est beaucoup plus fluide. Et je vous avoue que assez souvent, avec ces nouveaux moteurs, il faut vraiment lire en détail la traduction pour savoir, pour deviner s'il s'agit d'une traduction automatique ou d'une traduction humaine. Et puis elle reste personnalisable, on peut continuer à y ajouter des dictionnaires utilisateurs et l'adapter à un domaine spécifique. Voilà. Maintenant, après cette rapide démo, je propose que nous fassions un petit point sur les différents facteurs de succès en conclusion. Alors, quels sont les éléments qui vont être vraiment critiques dans le succès des projets de traduction impliquant de la traduction automatique? Il y en a 3 essentiellement. Alors tout d'abord, l'expertise en gestion du processus d'intégration de la traduction automatique dans le workflow de traduction humaine. C'est quelque chose qui est très important. Les traducteurs maintenant ils sont formés, des entreprises telles que Lionbridge l'ont acquis depuis 15 ans, mais c'est quelque chose sur lequel il y a vraiment un travail pour pouvoir intégrer toutes les briques au bon moment dans le process. Et puis il y a aussi 2 éléments qui sont eux plus d'ordre technologique. Le choix du moteur, le choix du type de moteur en fonction du type de contenu, de la structure de phrase, des enjeux. Est-ce que c'est la fluidité qui prime? Est-ce que c'est le respect d'une terminologie donnée? Est-ce que c'est une combinaison des deux? Les volumes de données disponibles pour effectuer une personnalisation d'un moteur, quelle que soit la technologie, sont des éléments qui vont devoir être analysés par l'équipe, qui vont éclairer le choix du moteur. Et donc, en fonction de ces données et de la technologie choisie, on va avoir une stratégie de personnalisation du moteur qui devra être adaptée par rapport au projet donné. Voilà, je pense qu'on a couvert à peu près les grands axes qui vont garantir le succès du projet de traduction en implémentant la traduction automatique. J'espère que nous aurons pu éclairer votre chemin. Merci beaucoup Stéphanie, merci Claire pour cet éclairage. Je crois qu'effectivement, enfin en tout cas, il me semble moi que c'était éclairant. J'espère que ce sera l'avis de notre auditoire qui est, je dois vous dire, très nombreux aujourd'hui. Merci à tous pour cette participation. Ça fait plaisir d'organiser ce type d'événement quand on voit que les gens sont assidus. Ce que je vous propose donc maintenant, c'est d'ouvrir la session de questions-réponses. Alors, on va commencer peut-être par une question un petit peu, enfin, pas qu'elle est technique, mais Saskia nous demande ce que veulent dire, quand vous avez parlé des fois de terminologie, on ne se rend pas compte, nous, ça me paraît évident, ce que sont les extracteurs et les API. Voilà, question de Saskia. Pour ce qui est des extracteurs, ce sont des outils en fait qui vont isoler les termes présents dans un corpus de référence, une mémoire de traduction en général, avec des phrases sources et des phrases cibles, et qui vont repérer dans ces phrases sources et cibles quels sont les termes qui sont vraiment des termes, qui ne sont pas par exemple des prépositions ou bien des auxiliaires, ce genre de choses, et isoler les termes qui sont propres à un domaine pour permettre de les injecter dans le moteur de traduction. Et puis les API, c'est un sigle anglais et l'équivalent français, c'est les interfaces de programmation. C'est-à-dire, ce sont tout un tas de petits, comment expliquer ça? En programmation, c'est ce qui permet la communication entre 2 programmes en fait. Ça permet, quand on a un logiciel de gestion des processus de traduction, de mettre une brique dans ce processus qui s'appelle traduction automatique, par exemple.
Parfait, merci beaucoup Claire. Une autre question, alors cette fois une question de Julien. Alors oui, intéressante, les moteurs neuronaux sont-ils personnalisables? Alors peut-être que Stéphanie l'a évoqué, Oui, oui. Mais ça mérite C'est vrai d'être... qu'on est passé rapidement sur cette notion de personnalisation des moteurs neuronaux, mais il y a plusieurs, en effet, il y a plusieurs axes pour pouvoir personnaliser un moteur neuronal. Alors quelque chose qui est assez, dont Citron a une relative exclusivité, qu'on est en train de breveter, c'est la capacité d'injecter une terminologie existante et de la récupérer, donc de l'intégrer à la traduction neuronale. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille et pour lequel on a déjà un certain niveau d'intégration de cette terminologie et sur laquelle on a de nouvelles intégrations, de nouveaux développements en cours pour la perfectionner de manière à gérer toutes les inflexions et vraiment gérer de la même manière avec un moteur neuronal qu'on le faisait avant avec un moteur dit rule-based, cette intégration de terminologie. Donc la terminologie, c'est un premier axe pour personnaliser un moteur neuronal. Et Systran propose également quelque chose d'assez unique qui est la spécialisation d'un moteur neuronal, c'est-à-dire qu'on va sur la base d'un moteur neuronal générique, pouvoir, à l'aide de mémoire de traduction donnée pour un client ou pour un projet donné, réentraîner ou poursuivre l'entraînement du moteur de manière à ce qu'il se spécialise sur le corpus donné. Et on travaille également en ce moment sur un entraînement continu de moteur, de manière à continuer à lui injecter des corpus en permanence et à faire de l'apprentissage un cycle infini pour que le moteur continue à s'améliorer de jour en jour, en fait, en lui fournissant chaque jour de nouveaux contenus sur lesquels il va continuer à apprendre, à l'image d'un cerveau humain qui tous les jours ingère de nouveaux contenus et qui va continuer à apprendre de nouvelles choses. Parfait, merci Stéphanie. Je passe à la question suivante. Celle-ci est posée par Bob. Comment garantissez-vous la confidentialité des données? Je crois que c'est une question en plus qui est d'actualité avec tout ce qui arrive et les nouvelles réglementations, etc. Je pense qu'effectivement, Bob, merci pour cette question. On va tâcher d'y répondre au mieux. Alors sur le plan purement technique, le serveur Systran à partir duquel les traductions sont réalisées, c'est un serveur qui va en général s'installer directement sur le réseau informatique du client. Il est installé derrière le pare-feu, il n'a aucun accès ou il peut très bien fonctionner sans aucun accès à Internet. Les traductions ne requièrent pas de passer par Internet pour être traduites sur le serveur. Donc il y a vraiment l'architecture IT garantit qu'aucune donnée ne filtre sur le net. Et puis, les traductions qui sont envoyées sur le serveur sont supprimées dès qu'elles sont effectuées. C'est-à-dire que pour la traduction de texte, on a vu, dès que le texte est collé et la traduction est faite, il n'y a aucune trace de cette traduction sur le serveur. On a énormément de clients dans le domaine de la défense et de la sécurité qui imposent des règles extrêmement strictes au niveau de cette sécurité, de la confidentialité des données. On est régulièrement soumis à des tests pour vérifier et valider cet aspect sécurité. Et c'est vraiment un des atouts de la solution Systran. Parfait. Merci Stéphanie. Une nouvelle question de Nadia. Nadia nous demande, d'abord elle dit merci pour la présentation, je vous le dis mesdames. Comment ce service est-il facturé? Est-ce un abonnement? Combien d'utilisateurs simultanés est possible pour un moteur personnalisé? Est-ce que les utilisateurs sont obligés d'installer un logiciel en local? Alors pour ce qui est du mode de licence d'un serveur Systran, il y a plusieurs modes de licence possibles en fonction du contexte. Ça peut être une acquisition, donc l'acquisition d'une licence perpétuelle. Ça peut être une location sur une base annuelle. Et le nombre d'utilisateurs, en effet, influe le tarif qui va être appliqué pour la licence perpétuelle ou pour la licence annuelle. Il n'y a pas de limitation, en tout cas, à ce nombre d'utilisateurs. On peut potentiellement connecter des milliers d'utilisateurs au système sans que ça pose aucun problème. Et est-ce qu'il y a une installation donc, sur les postes utilisateurs? C'était la deuxième Pas d'installation sur les postes utilisateurs. Les clients légers. L'utilisateur peut avoir accès via une interface web. Bien qu'elle soit une interface web, elle reste derrière le pare-feu, hein, pas du tout une interface qui est exposée à l'Internet. Les utilisateurs peuvent avoir accès via une interface web comme celle qu'on a vue tout à l'heure, aux fonctionnalités de traduction, de texte, de fichiers, sans avoir besoin d'installer des clients lourds.
On propose aussi des clients lourds qui permettent d'avoir des plugins dans Word, dans Outlook, dans Excel, qui vont permettre d'avoir accès à la traduction automatique directement à partir des applications MS Office, mais c'est une option, elles ne sont pas indispensables pour avoir accès à la traduction. Et par rapport à l'intégration de la traduction automatique dans le processus de traduction outillé avec des outils d'aide à la traduction, il y a des connecteurs qui existent, qui vont permettre au traducteur de continuer à travailler dans son CapTool habituel, et d'appeler la traduction Systran via des appels API, justement, c'est-à-dire via des requêtes qui vont aller vers le serveur Systran et qui vont retourner du texte qui va être disponible directement via le CapTool. Merci Stéphanie. Alors, les questions n'arrêtent pas. Alors, une question de Malek. Intéressant Malek. Comment se situe Systran par rapport à DeepL et Google? Voilà une question qui est bonne. On n'a pas à rougir de la qualité de traduction Systran. On reste précurseur sur l'architecture qui nous permet de réaliser ces traductions neuronales. On participe activement au développement même de cette architecture, de cette plateforme qui permet de développer les moteurs neuronaux. On a vraiment une avancée technologique importante. Ce qui fait la différence, c'est l'accès à des corpus volumineux. C'est vrai que Google et DeepL, parce qu'ils ont accès à toutes ces données sur le net, ont des corpus qui sont volumineux. Mais ces corpus, à partir du moment où on arrive à les collecter de la part du client avec un domaine spécifique, une spécialisation sur un type de projet, de produit, va être bien plus pertinente avec une spécialisation sur la base de corpus client que sur des corpus génériques. Un Google font du générique. Voilà, exactement. Ça. Ouais. Très bien. Bon, Malek, j'espère qu'on a répondu à votre question. Autre question qui me paraissait intéressante également. Alors, elle est posée par Marina, qui voudrait savoir s'il est nécessaire d'avoir une infrastructure GPU pour utiliser la traduction neuronale. Pour opérer un serveur qui donc a des moteurs à disposition qui permettent d'avoir des traductions neuronales, on n'a pas besoin d'un serveur équipé de GPU. On peut très bien effectuer ces traductions sur un serveur qui n'a que, entre guillemets, du CPU. Simplement, ça va demander d'avoir davantage de cœur pour pouvoir accélérer les processus de traitement et obtenir une traduction dans un délai correct. Le GPU, certes, c'est très bien quand on en a, ça permet d'avoir une traduction encore plus rapide, mais ce n'est pas indispensable. Il suffit d'avoir un serveur qui soit correctement dimensionné, même avec du CPU. Okay. Question de Hanke. Peut-on combiner Trados et Systran? Est-ce utile ou bien sont-ils équivalents? Là, c'est un point important parce que du coup, il faut peut-être bien spécifier oui, de chacun des outils. Ce sont deux outils différents qui sont complémentaires en fait. Chez la Unbridge, nous avons un outil qui est disons, comparable en technologie, en mémoire de traduction, qui s'appelle Translation Workspace, et donc qui permet de recycler des traductions existantes, comme le fait un Trados. Et en fait, on utilise la traduction automatique produite par Systran dans ce moteur-là, dans cet outil de mémoire de traduction. En fait, on empile les mémoires de traduction de référence. On a une mémoire dans laquelle on va ajouter les nouveaux segments traduits. On a une mémoire de référence qui est celle de l'existant, des mémoires qu'on a recyclées d'un précédent projet. Et puis, on a une mémoire qui va contenir les segments qui proviennent de la traduction automatique. Donc, on utilise tout ça de façon complémentaire. Oui, parce que de ce que je comprends, d'un côté, un Trados ou équivalent est un outil pour gérer un projet de traduction de A à Z, dans lequel la traduction automatique est une brique. On fait appel à un moment donné à cette brique technologique. Tout à fait. En fait, quand on a un segment à traduire, on le compare avec on utilise l'outil de mémoire de traduction pour le comparer à tout ce qu'on a d'existant. Si on a une correspondance dans les traductions humaines de référence, on va utiliser cette traduction humaine, et si on n'en a pas, on va utiliser la traduction qui provient du moteur de traduction automatique. Parfaitement clair. Claire, merci. Une nouvelle question de François. Comment une petite société de traduction monolingue peut avoir accès dans son travail quotidien à un moteur de traduction neuronale? Pour ça, il va falloir mettre en place, nous, de notre côté, soit
un serveur hosté. On peut hoster un serveur pour un client donné sur un cloud privé qui garantit totalement la sécurité des données, qui va limiter le coût de l'achat d'un serveur physique, par exemple, pour cette société. Donc, on peut proposer une infrastructure qui va alléger ses coûts IT. On peut proposer des licences sous forme de licences annuelles avec une consommation au volume qui va donc être adaptée aux besoins d'une petite société de traduction qui gère un volume de traduction qui n'est pas forcément comparable à des volumes de traduction tels que Lionbridge peut les gérer à l'année. Très bien. Une consommation au volume qui peut être adaptée à des petites structures. Bon, bien. Est-ce qu'on a encore le temps de prendre des questions? Oui, on a dit qu'on clôturait à 17 h, donc je pense qu'on peut encore prendre quelques questions parce que ça montre aussi à quel point le sujet intéresse. Alors, une question. Ça, on y a répondu. Alors, oui, quel est le niveau de formation de vos traducteurs et de vos linguistes, nous demande Elsa. C'est très varié. Enfin, ce sont des traducteurs et des post-éditeurs professionnels. En général, ce sont des gens qui ont suivi une formation universitaires, des bacs plus 4 ou 5, qui sont tous qualifiés, c'est-à-dire on vérifie leurs compétences, ils ont des tests de traduction. Éventuellement, s'ils sont vraiment compétents, on peut les mettre sur un projet en pilote et avoir un contrôle qualité particulier appliqué à leur travail, mais tous nos traducteurs sont compétents et ont été formés et leur travail est contrôlé. Très bien. Merci. Et chez Sistran? Alors, côté Sistran, nous, on ne propose pas de service de traduction humaine. On ne va pas avoir de traducteur à proprement parler, mais dans les équipes ici, on a une très forte proportion de chercheurs à la R&D et de linguistes qui vont travailler sur le traitement des corpus, améliorer ces corpus pour apprendre à la machine de façon plus intelligente. Et les linguistes en question, qui travaillent avec des compétences à la fois de linguistes, mais aussi très proches de la programmation, parce qu'il faut un petit peu maîtriser des scripts, Perl, ce genre de choses, vont avoir souvent une formation dans le domaine du traitement automatique de la langue, ou NLP. D'accord, très bien. Question de Olivier. Peut-on couvrir toutes les langues? Est-ce que les moteurs neuronaux sont plus performants sur certains secteurs d'activité? Alors on peut couvrir, déjà on couvre par défaut un nombre très important de langues, puisqu'on a 140 paires de langues à disposition, donc qui couvrent quasiment tout l'éventail disponible. Et on peut à tout instant créer une nouvelle paire de langues. Et la clé de cette création de nouvelles paires de langues, c'est est-ce qu'il y a du corpus? Est-ce qu'il y a du corpus bilingue disponible dans cette direction de traduction pour créer un nouveau moteur? Donc ça, c'est vraiment la clé. Et quelle était la deuxième partie de la question? C'est sur la performance des moteurs neuronaux par rapport à des secteurs d'activité en particulier. La traduction neuronale, elle a comme caractéristique d'être très fluide. Elle peut même permettre de traduire des messages qu'on ne traduisait pas jusqu'à maintenant, qui relèvent davantage du marketing, de la communication humaine, le site web. Un site web qu'on va traduire maintenant avec un moteur neuronal, la qualité va être très très proche de ce qu'on pourrait obtenir avec l'humain. Plutôt, parce que c'est vrai qu'historiquement on parlait souvent des documents plutôt techniques pour la traduction automatique, tout ça c'est un peu gommé finalement maintenant avec la traduction neuronale. Avec la traduction neuronale, on gomme complètement l'aspect phrase contrôlée, structure courte, etc. dont parlait Claire. On peut s'attaquer quasiment à tous les types de contenus. Je dirais qu'il faut juste que la phrase soit une phrase, pour que la traduction neuronale puisse la traiter correctement. Et elle sera d'autant meilleure qu'on a des corpus qui permettent au moteur neuronal d'apprendre, de se perfectionner sur ce type de contenu. D'accord. Oui, en pratique, ça n'est plus tellement une question de domaine de traduction, de domaine technique. C'est le type de document qui va être capital pour le choix de la technologie neuronale. D'accord. Anilo nous demande si nous avons des exemples de retour sur investissement.
Alors, ça va être un petit peu dur d'y répondre rapidement, mais on peut peut-être... Oui, alors on peut, alors en plus dans le contexte de la traduction, de la post-édition, on a des exemples de retour sur investissement qui sont assez faciles à calculer. À partir du moment où on connaît pour un client donné la répartition des matchs dans les différentes catégories, on peut assez facilement déduire un retour sur investissement avec soit une location, soit une acquisition de licence 630. C'est quelque chose qu'on peut faire dans le cadre d'un contact avec notre service commercial. On peut très facilement calculer ce retour, ce ROI. Effectivement, et puis je vous parlais tout à l'heure de l'accroissement de la productivité des traducteurs. Quand vous avez 100 mots de plus par heure traduits, ça fait un retour sur investissement assez rapide. D'accord. Oui, avec des moteurs qui ne sont pas les moteurs neuronaux. Donc avec absolument, ça des gains c'était encore plus importants que ces 100 mots par heure avec la technologie neuronale. Ouais. D'accord, merci mesdames. Dernière question, et je propose ensuite qu'on clôture pour rester dans le timing prévu. Loïc nous demande si peut-on couvrir d'autres cas d'usage avec la traduction automatique autre que celui d'aider les traducteurs professionnels dans leur activité, dans les grands groupes par exemple. Bah oui, typiquement un cas d'usage, c'est la communication multilingue, donc permettre à une entreprise au sein de laquelle on a des communications quotidiennes entre différents départements qui travaillent dans des pays différents avec des langues différentes. On peut leur permettre très facilement de partager la traduction de documents, d'emails. On peut traduire à la volée des emails avec les pièces jointes, par exemple, qui facilite énormément la collaboration au sein de l'entreprise. On a aussi des cas de traduction de messagerie instantanée. Exactement. Avec la terminologie applicable, si c'est au sein d'une entreprise, c'est important d'avoir la bonne terminologie quand on discute avec quelqu'un qui n'est pas de la même langue maternelle. Ouais, on a un plugin Skype qui permet d'obtenir cette traduction instantanée de la communication. Intranet, on peut traduire l'intranet d'une entreprise. On peut traduire les communications de clients qui arrivent au support, support client, effectivement, technique, quelle que soit la langue native de la personne qui demande ce support. Des personnes qui prennent en charge le support pourront le traduire dans leur langue maternelle et faire une réponse à ces clients dans leur langue maternelle. D'accord, très bien. Merci mesdames, merci à tous d'avoir été aussi nombreux à accepter notre invitation et à être effectivement présents à cette conférence et puis d'avoir été très actifs dans cette participation. C'est vraiment une bonne chose et c'est agréable aussi pour nos intervenants. Alors, que je vous dise un petit peu la suite des événements. Donc, dès demain, vous recevrez l'enregistrement de cette conférence. Certains m'ont demandé s'ils pouvaient avoir la présentation, j'imagine donc sous forme d'un PDF. Pourquoi pas, je vais juste vérifier qu'il n'y a aucune information confidentielle de part et d'autre et on pourra à la demande vous l'envoyer. De toute façon, ça c'est ce qui est sûr, c'est que vous aurez déjà le replay de ce webinaire donc dès demain. Dans le mail que vous recevrez d'ailleurs pour info de ce replay, vous aurez un contact, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions qui vous sont venues après coup, si vous avez besoin d'autres informations de manière plus individuelle, n'hésitez pas à nous contacter sur cet email. Et enfin, je voulais juste préciser que Lionbridge sera présent au Hub Forum. C'est le rendez-vous du digital le 10 et 11 octobre, où Lionbridge parlera de l'intelligence artificielle et des innovations digitales. Donc, si vous avez l'occasion d'y être présent, n'hésitez pas. Notez-le dans votre agenda. Et puis, il me reste à vous remercier, à vous souhaiter une très bonne fin de journée et vous dire à très bientôt sur les webinars Sistran et Lionbridge. Merci. Merci.